Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Une activité rémunératrice ? Un moyen d'épanouissement ? Ou un engagement social ? Une corvée peut-être ? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Au boulot. Salut Juliette, comment ça va ? Va bien et toi? Super, merci. Juliette, quand je t'ai contacté pour enregistrer un épisode, la première chose que tu m'as dit, c'est pas de souci. Par contre, je travaille pas encore, donc peut-être pas pour tout de suite. J'imagine sous-entendu, je suis étudiante, donc je suis pas encore dans la vie pro, donc j'aurai pas tellement de choses à raconter. Est-ce que c'était ça l'idée ? Oui, c'est ça. Je suis convaincu que tu vas avoir plein de super trucs à nous raconter et justement ta position d'étudiante, de voir comment toi tu vas te projeter par la suite dans le monde pro, je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement les études que tu fais, ton parcours ? On va pas dire ton parcours pro, même si techniquement c'est le début de ton parcours pro, les études, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé par faire un bac STL option biotechnologie, donc STL sciences et techniques de laboratoire. Ensuite, je me suis dirigée vers un cursus master ingénierie, mais ça n'a pas tenu, donc je suis restée qu'1 an. C'était un programme qui durait 5 ans, mais j'ai pas fait les 5 ans. Ça marche comment ? C'est en école ? C'est en université ? Oui, c'est en université, en fait, c'est à la fac et c'est un double diplôme. Donc c'est cursus master ingénierie, donc en gros c'est 5 ans puisque c'est un master et c'est pour devenir, en fait c'est le parcours ingénieur de la fac. Ok, donc dès le début, il te le présente comme un cursus de 5 ans, c'est vraiment pas dans l'idée de t'arrêter après une licence, par exemple. Non, c'est vraiment c'est 5 ans. Ok, Et donc on fait la licence plus les cours du CMI. ok, donc ça doit être chargé, j'imagine ? C'est très chargé. Et en plus, ils ont des exigences de plus que la licence. Donc on peut par exemple valider sa licence, mais pas valider le CMI. Et donc dans ce cas-là, on peut simplement continuer en licence en abandonnant le CMI. Ça vient comme un deuxième cursus par-dessus le premier, en fait. C'est ça. D'où le double diplôme. Et en fait, du coup, c'est les mêmes, on passe les mêmes choses avec quelques trucs en plus pour le CMI. Mais les matières, par exemple, de la licence, tout se compense en licence, mais tout ne se compense pas en CMI. C'est-à-dire qu'il y a des blocs. Ok, tu peux nous en dire plus ? Par exemple, on peut compenser la géoscience et la chimie avec l'anglais dans la licence. C'est pas le cas dans le CMI. On peut pas compenser une mauvaise note en maths avec l'anglais. Ça marche pas. En gros, pour la licence, je simplifie. Tant que tu as la moyenne, on va dire que tu passes. C'est ça. Alors que le CMI, ça vient par bloc de j'imagine, enseignement. Et effectivement, la partie plus scientifique avec la partie plus langue, avec la partie plus autre chose, tu peux pas les compenser l'une avec l'autre. Oui, c'est ça. Faut que tu les valides indépendamment. Ok. Exactement. Et alors, tu peux nous redire, j'ai pas retenu le nom du CMI ? C'est alors cursus master ingénierie et celui que je faisais, c'était chimie macro et moléculaire pour l'énergie et la santé. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de vers quoi ça oriente les étudiants, ce genre de cursus ? Et toi, pourquoi tu es rentré dans ce cursus-là et c'est quoi que tu te voyais faire à la fin de ce cursus-là ? J'y suis rentrée, honnêtement, je sais pas pourquoi. C'était peut-être une suite logique de ton bac STL aussi ? Oui, mais pas trop parce qu'au final, je me suis retrouvée en licence de physique-chimie. Donc moi, enfin, dans le bac STL, la physique-chimie, on fait de la chimie, alors que là, c'était le programme plutôt de S, donc c'était de la physique. Ok, ouais, pas du tout la même chose. Voilà, moi, j'y connaissais rien. Il y avait de la géoscience, j'en avais jamais fait. Il n'y a pas il y a pas de, j'appelle ça la science des cailloux. Il n'y a pas de science des cailloux en STL. Géosciences, c'est tout ce qu'on appelait géologie avant ? J'imagine, c'est l'étude des couches, tout ça. Ouais, ok. Et moi, je partais de zéro, quoi. Donc c'était compliqué. Mon physique, c'était pareil. Je partais de zéro parce que c'était les lois de Newton, tout ça. Moi, j'avais pas vu du tout. Ok. En chimie, je m'en sortais bien. Et en maths, c'était une catastrophe parce que en STL, c'est des maths appliquées. Et là, c'était des maths pour faire des maths, quoi. Et je précise que j'étais bonne en maths en STL. Et puis, je suis passée de 18 de moyenne à 3. Ah oui, la chute est violente sur la confiance en soi, ça doit mettre un sacré coup, ça. Et non, franchement, ça a fait mal. À quel moment dans ton année tu te rends compte que c'est trop et que tu vas faire autre chose l'année d'après ? Déjà, je pense que c'était un tout, c'est-à-dire que je suis arrivée là-dedans et enfin, honnêtement, je pense que
honnêtement, je sais pas trop ce qui m'a motivée à aller là-dedans parce que je savais déjà ce que je voulais faire et honnêtement, finalement, je trouve que le parcours que j'ai fait après est mieux, quoi. Alors du coup, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais en tête et ce que j'imagine tu as toujours en tête, ce que tu veux faire après? Oui, alors ce que je voulais faire depuis le lycée, c'est, parfumeuse ou aromaticienne. Ça veut dire que tu t'orientes vers un métier où tu développes des nouveaux parfums et des nouveaux arômes, des choses comme ça? C'est ça. Ok, donc le but, j'imagine, c'est, tu me dis si je me trompe, hein, je donne mes hypothèses, comment moi je le comprends de l'extérieur, travailler soit pour un parfumeur, soit pour de l'agroalimentaire avec tout ce qui va être développement de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts en fait pour des recettes quoi. Oui, à peu près, oui. Alors, les arômes, c'est bien ça, c'est l'agroalimentaire. On va formuler des arômes pour, tout ce qui se mange, donc des yaourts, des boissons, des soupes, des chips, ce genre de choses. Ok, Et par contre, pour parfumeur, on va pas travailler pour un parfumeur, on va travailler pour une maison. Donc soit on est, parfumeur maison et dans ce cas-là, il y en a très peu dans le monde et on travaille vraiment pour une grande maison donc par exemple, Dior. Disons que ce sont des marques qui ont un parfumeur maison. Ils ont leur parfumeur à eux, quoi. Et sinon, les autres parfumeurs qui vendent vraiment, qui sont en business to consumer, en fait, ils vont acheter leurs formules à des entreprises qui sont en business to business. Donc c'est des parfumeurs qui sont dans une société et qui travaillent dans cette société et qui vendent, leurs formules à des maisons de parfums. est-ce que le fait qu'on ait quand même LVMH en France, Mmh. qui est une des plus grosses boîtes de luxe, dont de la parfumerie au monde, ça donne l'impression, en tout cas pour toi à ton niveau, qu'en France, il y a plus de possibilités sur ce genre de métier, ou en tout cas, il y a une reconnaissance du savoir-faire en France sur ce genre de métier par rapport à d'autres pays, ou est-ce que c'est moi qui me fais une idée parce que LVMH c'est français? Oui, la France est reconnue comme étant le pays, des parfums et surtout des parfums, moins des arômes, mais c'est un des plus gros revenus pour la France. La parfumerie en général? Oui, Ok, je savais pas ça. Intéressant. et d'ailleurs, la capitale du parfum est en France, c'est à Grasse. Ok, c'est dans quelle région ça? C'est dans le sud-est. D'accord. Du coup, c'est ça que tu veux faire depuis que tu es lycéenne. Oui. Tu fais ta première année de cursus master ingénierie chimie macromoléculaire pour l'énergie et la santé. Mmh. Tu te rends compte que de un, c'est trop dur, de 2, c'est pas forcément ça qui va t'emmener vers ton but. Oui, Du coup, tu décides de changer de formation. Où est-ce que ça t'emmène? et ça m'emmène en, BTS métier de la chimie. Pourquoi? Parce que toutes les études, de parfumerie ou d'arômes, il faut faire, 2 ans d'années après le bac. Ok, c'est un peu. Alors, c'est pas l'équivalent en termes de procédure, de concours ou de quoi que ce soit, mais c'est un peu l'équivalent des écoles d'ingénieurs avec la prépa avant. Tu as 2 premières années d'études avant de rentrer dans ce qu'ils appellent le cycle ingénieur. Là, tu as 2 premières années d'études avant de rentrer dans les écoles de parfumerie. C'est bien ça. Oui, c'est ça et c'est pas vraiment des années préparatoires parce qu'en fait, il faut vraiment avoir, ils veulent des chimistes ou des scientifiques avant de rentrer dans l'école, en fait. Ok, il faut que tu aies une base de connaissances vraiment métier de la chimie pour pouvoir après te spécialiser là-dedans. Oui, c'est ça. Ou alors en sciences. Ils sont pas forcément chimie, au moins sciences, quoi. Du coup, tu fais ton BTS métier de la chimie. Est-ce que ça se passe mieux que ton CMI? Oui, ça se passe très bien. Tu as des stages peut-être déjà en BTS? Oui, j'en ai eu un la deuxième année, et je l'ai fait dans une boîte qui s'appelle, Aérolube où, et ils m'ont fait une mission sur mesure. Ils avaient le projet aussi pour me faire, la mission, hein. Ils voulaient donc c'est une boîte qui fait des aérosols. Ils voulaient faire un désinfectant de contact parfumé et donc c'est moi qui ai fait l'étude de vieillissement des parfums, dans les aérosols. Ok, cool. Donc, tu as quand même, dès ton BTS métier de la chimie, réussi à trouver un stage qui était un minimum en raccord avec ce que tu voulais faire au niveau de la parfumerie. Oui, Trop bien. Ça s'est bien passé, du coup, j'imagine. oui, ça s'est bien passé, oui. Donc, tu finis ton BTS et puis tu vas continuer vers quoi après? Donc après je vais faire une licence Propac, donc parfum, arômes, cosmétiques à Montpellier et donc ça c'est une licence professionnelle mais en 2 ans, que normalement une licence professionnelle c'est qu'1 an, mais là c'est en 2 ans parce qu'il y a une année préparatoire avant et l'année préparatoire elle est là parce que, dans ce secteur il faut, apprendre les odeurs. Donc on doit apprendre des odeurs, naturelles et synthétiques et du coup il faut du temps et donc il faut 2 ans. Ok, c'est vraiment l'entraînement du nez. C'est ça.
Je vais poser une question bête, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas ou qui, pour une raison biologique ou peu importe, sont dans l'incapacité de suffisamment bien sentir pour valider la licence ou pour arriver à avoir les compétences nécessaires en fait pour le métier après? En général, ces personnes-là, elles le savent. Après, cela dit, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont anosmiques, donc qui ne sentent rien. Et dans ce cas-là, j'imagine que quand on ne sent rien, on n'a pas pour vocation de devenir parfumeur ou aromaticien. Ouais. Et après, il y a des personnes qui sont anosmiques partielles. Et là, on peut ne pas le savoir parce que on peut être anosmique partiel à certaines molécules et si on les sent pas, on les sent pas, quoi. Puis vu que tu as quand même l'impression de sentir des odeurs, tu t'es pas forcément rendu compte dans ta vie qu'il y avait un type d'odeur que tu sentais pas. Ok. Et est-ce que, parce qu'avec le Covid, on a vécu tout ce truc de gens qui ont temporairement, pour certains, et il me semble, il y en a définitivement, ou en tout cas jusqu'à preuve du contraire, perdu le sens de l'odeur, donc anosmique, comme tu dis. Mm. Est-ce que c'est des sujets de discussion que vous avez eus, vous, avec les étudiants? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être malheureusement eu le Covid et puis ont arrêté de sentir pendant quelques temps? Est-ce qu'il y a ce genre de situation qui arrive? Oui, alors nous, on avait personnellement dans notre formation, on était tous un peu terrorisés par le Covid parce que si on l'attrapait et qu'on perdait l'odorat ou le goût, c'était cuit. Donc oui, c'était assez effrayant et oui, il y en a une je me rappelle, il y en a une qui a eu le Covid et elle a retrouvé après, elle a perdu l'odorat pendant, qu'elle était malade et elle l'a retrouvé après, mais c'était tout mélangé. Ok, ça doit être vraiment curieux ça. Donc elle sentait un truc, par exemple, elle sentait, une odeur de concombre, elle sentait la tomate, enfin c'était, Ok, waouh, c'est. Puis alors, j'imagine que tu t'en rends d'autant plus compte quand tu l'as travaillé puis que tu es plus conscient des odeurs. Parce que moi, je pense qu'il y a des odeurs qui se mélangeraient, je me rendrais pas forcément compte parce que c'est pas du tout quelque chose auquel je prête suffisamment attention. mmh, Mais quand tu l'as travaillé puis que tu as ça qui vient changer, j'imagine que ça doit être très troublant. oui. Sans même parler du fait que c'est en train de remettre en jeu ton orientation professionnelle. Heureusement, c'est revenu après, hein. C'est pas resté comme ça. Mais oui, c'était assez bizarre comme sensation, d'après ce qu'elle m'a raconté. Quand tu as eu la chance de ne pas être passé par là, tant mieux. Voilà. Ok, donc tu as fait ta licence Propac et j'imagine que tu l'as eu. Oui, je l'ai eu. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages, un ou plusieurs, pendant cette licence? Oui, 2 stages. Il faut faire un stage par an. Donc la première année, j'ai fait un stage chez Keri. Donc c'est une, boîte, qui est pas très connue du grand public qui fait des arômes. Et donc chez Keri, j'étais, au, contrôle qualité et je contrôlais la qualité organoleptique des produits. Donc ils revenaient de production et nous, on devait vérifier que c'était bien le bon goût, la bonne couleur, tout ça. Et après, il y avait de l'autre côté le contrôle qualité physico-chimique, mais nous, on s'occupait que de la partie organoleptique. C'est toujours un contrôle qualité humain qui a lieu pour ce genre de choses? Oui. C'est pas mesurable de manière mécanique avec une concentration en molécules X ou peu importe par une machine qui serait capable de mesurer ça? Je pose la question en fait parce que je me dis c'est quand même quelque chose. Moi, c'est ma vision parce que je connais pas puis je l'ai pas travaillé mon sens de l'odorat, mais qui paraît très susceptible au changement. T'es un peu enrhumé, t'es pas en forme aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air à l'extérieur le matin avant que tu ailles au boulot, puis peut-être que tu vas pas sentir les choses de la même manière. C'est pas quelque chose d'extrêmement précis mesuré par un humain et je me demandais si les deux complémentaires, il y avait peut-être des choses pour simplifier un peu puis évacuer les marges d'erreur ou de différence qu'il peut y avoir quand un humain fait une mesure olfactive. Alors, de l'autre côté, dans le contrôle, physico-chimique, il y a des contrôles, avec des machines. Les machines dont tu parles, qui font vraiment des analyses où on voit vraiment les molécules, ça va être, des spectromètres de masse et des chromatographies gazeuses ou liquides, couplées à un spectromètre de masse. Mais on les passe pas tous là-dessus parce que, ça prend du temps et aussi, la lecture, elle est pas forcément en fait, disons qu'il y a beaucoup de molécules, en fait et donc quand on va lire ça, déjà, il faut savoir le lire. Ça prend énormément de temps et c'est pas forcément très, représentatif de ce que ça goûte parce qu'on va et ça remontre pas les quantités, en fait. Enfin, ça montre pas les quantités qu'il y a et les ratios, en fait, par rapport aux autres et par exemple, on peut avoir, une molécule qui est en toute petite quantité, mais qui sent très fort ou alors une molécule qui est en grande quantité et qu'on sent pas du tout, enfin très peu, qui a une odeur très éthérée ou alors il faudrait en mettre beaucoup
pour qu'on la sente. Et donc c'est pas forcément représentatif du goût qu'on va avoir ou de l'odeur. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment des panélistes. Donc c'est des gens qui ont été formés pour et qui sont régulièrement challengés. Donc ils ont des contrôles régulièrement et qui goûtent et qui signent après la petite feuille pour dire j'ai goûté, c'est bon. Je trouve ça fou. Je trouve ça génial, en fait, de se dire, il y a quand même, jusqu'à aujourd'hui, une limite à ce que la technologie permet de faire. Et on a quand même besoin de l'humain derrière Oui, pour goûter et sentir. C'est quand même cool. oui, c'est cool. Est-ce que le fait d'avoir ton corps, en quelque sorte, qui est quand même responsable du fait de pouvoir faire ton travail ou non, je reprends l'exemple sans parler du Covid, juste t'es enrhumé, tu sens un peu moins bien, est-ce que ça apporte une sorte de pression, de stress? Est-ce que c'est compris ça dans le métier ou... Oui, oui, c'est compris parce que je trouve que c'est plus stressant en cours que en entreprise parce que en entreprise, si on a un rhume, il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer. Enfin, c'est pas grave. Mais en cours, quand on a un contrôle d'odeur et qu'on est enrhumé ce jour-là, c'est vraiment pas de bol. Il n'y a pas moyen de demander une séance de rattrapage, quelque chose Ça dépend des profs. Donc, soit le prof, on met sur la copie et il va être cool sur la note. Soit il y avait une prof qui faisait, il y a une séance de rattrapage pour ceux qui étaient enrhumés, pas bien, et cetera, quoi. Ok, c'est marrant, c'est vraiment très particulier comme monde. Ça change du monde étudiant traditionnel, très court magistral. J'assimile de la connaissance et puis je montre que je suis capable de la restituer ou en tout cas de la faire évoluer dans un cadre défini. Mais c'est plus juste de la connaissance. En fait, on est en train de tester tes capacités. Je trouve ça impressionnant. Mmh. Après on s'entraîne, hein. Oui, oui, j'imagine. Mais en fait, c'est marrant parce que ça vient dans ma tête un peu comme à mi-chemin entre des études universitaires, quelque chose d'académique, Mmh. et quelque chose comme un entraînement sportif ou un entraînement pour un musicien ou pour un dessinateur ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a vraiment la partie capacité où tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, plus la partie académique, connaissance que tu vas mettre en parallèle avec tes capacités pour justement arriver à savoir faire ton métier en fait. Mais il y a un côté aussi très, ça mêle la science et l'art, donc c'est un peu, spécial, forcément. Donc tu as ce premier stage, tu nous as dit il y en avait deux, il y en a un deuxième, la deuxième année du coup j'imagine. Oui. Donc mon 2e stage, je l'ai fait chez Jean Niel. C'est une entreprise, qui est dans les arômes et les parfums et donc en business to business, donc inconnu des clients, Du grand public. classiques, ouais, du grand public. Et donc ici, j'ai réalisé des extraits naturels. Donc le but, c'était de partir de fruits et de faire des extraits avec pour, pouvoir les mettre, pour pouvoir les intégrer dans des arômes naturels. Donc j'étais vraiment en stage R&D, recherche et développement. Cool, t'es un peu aussi de l'autre côté de la barrière, ça te permet de voir différentes choses avant d'être diplômé. Oui, Tu finis ta licence pro, j'imagine que tu la valides. oui. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Après, je vais faire un master à Nice. Ok, Donc c'est un master Management of the Flavor and Fragrance Industry. Donc c'est un master en anglais. ok. Parce que c'est international ou parce que c'est juste vu que le métier se prête à l'international, on vous met en avant le fait d'étudier puis de pratiquer en anglais? Non, c'est un master international. Ok, Donc j'étais, la première année, j'étais la seule française de ma promo waouh, et la deuxième année, on était 2. impressionnant. Du coup, il y a des gens de partout dans le monde ou c'est très européen? Non, partout dans le monde. Dans ma promo, on avait, une coréenne, une chinoise, une, thaïlandaise, on avait 3 indiens et un singapourien. Ah et on avait un népalais aussi Ok, beaucoup l'Asie quand même. et une brésilienne. Ok, donc ça veut dire qu'on a un master en France dans une université publique. Il est payant. Ah, il n'est pas public? La licence, elle est publique. Ok, est-ce que ça dépend d'une grande école? Est-ce que ça dépend d'un organisme qui est plus ou moins connu ou est-ce que c'est un truc indépendant? Le master ou la Le master, le licence? master. Bah, la licence, j'imagine, ça dépend d'une faculté, du coup, vu que c'est public. Oui et le master dépend d'une faculté aussi. Ok. Et comment ça se fait qu'ils l'ont fait payant? Heu, je sais pas.
Ok, faudrait creuser. Je serais curieux de savoir si c'est, tu vois, si c'est entre guillemets, partiellement financé par des grands groupes justement de cette industrie-là, ou si c'est quelqu'un qui vient de cette industrie-là, ou en tout cas qui connaît, qui a monté un master et que c'est un cursus privé, mais qui s'est raccroché à une université pour des raisons de locaux et d'intervenants, ou peu importe. Mais ça serait intéressant de creuser comment ça se régule comme affaire. Donc du coup, dans ce master, j'imagine que tu as eu des stages. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu peux nous parler des stages que tu as pu déjà faire, de où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui dans ce cursus-là, et ce qui te reste à faire pour la suite? Alors là, j'ai fini le master. Je dois faire mon stage de fin d'année. De fin d'études, du coup, aussi, j'imagine? Oui, de fin d'année et de fin d'études. Et alors, l'année dernière, mon stage, c'était, chez une entreprise qui s'appelle DSM Firmenich. Alors l'entreprise, c'est Firmenich, mais ils ont fait un merge, je sais plus comment on dit en français. Fusion-acquisition, peut-être? C'est ça. Il y a une fusion-acquisition entre DSM et Firmenich et du coup, maintenant, ça s'appelle DSM Firmenich. Et donc Firmenich, c'est, très connu, dans le monde, du parfum, arôme. Ok. Donc c'était vraiment une superbe occasion. C'était en Belgique et c'était, un petit centre, d'innovation. Donc c'était pas, genre le grand groupe mère à Paris ou dans une capitale, Ok, c'était une succursale de l'entreprise. Le siège, il est où? je sais plus dans quel pays c'est. C'est en Europe, c'est Mais c'est sûr. pas en Belgique, du coup. Non, je crois que c'est en Suisse, mais je suis pas sûre. Ok. Mais oui, c'était, une succursale donc, c'est DSM Firmenich, hein, mais c'est une plus petite structure qui est réservée à l'innovation, donc la R&D. Ok. Parce que eux, en plus de la R&D, j'imagine qu'ils produisent aussi peut-être du parfum ou ce genre de choses. Oui, et des arômes aussi, ouais. Du coup, t'as fait quoi pendant ce stage? Alors moi, pendant ce stage, du coup, c'était, l'innovation spécifiquement pour les boissons, donc en arômes. Donc j'étais vraiment dans un centre d'innovation aromatique pour les boissons. C'était séparé en 2 côtés, le côté des soft drinks et le côté des alcohol drinks. Et moi, j'étais dans les alcohol drinks. J'allais justement te demander quel genre de boisson. Alors du coup, c'était quel genre de boisson alcoolisée? T'étais sur des choses un peu plus soft, ou des cocktails ou des... Alors il y avait de tout. Il y avait des bières, des spirites, on avait aussi, moi d'ailleurs c'était mon sujet de faire des boissons alcoolisées mais sans alcool. Genre il fallait reproduire les boissons alcoolisées sans alcool. Reproduire le goût de la boisson alcoolisée, mais en version zéro, quoi. C'est ça, avec des arômes. La question que je me pose, c'est que t'es fatalement obligé d'avoir le goût de référence, donc de goûter le produit d'origine. Oui, Donc t'es amené à boire de l'alcool sur ton lieu de travail. oui, Ok. oui. C'est particulier ça, parce que c'est quand même assez strict au niveau droit du travail, normalement, ce genre de choses. Même s'il y a évidemment des dérives un peu partout, malheureusement. Mais normalement, c'est assez strict, le fait de pas du tout avoir le droit de boire d'alcool sur son lieu de travail et dans le cadre de son emploi. Mais là comme c'est le travail, c'est de boire l'alcool, c'est différent. Ouais, t'as pas le choix. Mais il me semble qu'il y a des dispositions où si tu sens que tu es trop saoul, tu peux demander un taxi à l'entreprise ou des choses comme ça. Après, enfin, moi, c'était dans une entreprise française. En Belgique, je sais pas trop, mais il me semble qu'il y a des dispositions dans ce genre de cas. Parce que ça nous arrivait de devoir goûter des rangées de spirit à 40%, par exemple. Waouh. Donc, à un moment donné, oui, tous les matins, on avait ça à goûter sur le petit bureau. C'était moi qui les préparais. Et du coup, je m'en servais un aussi bah, pour goûter. Parce que c'est des tests en fait spéciaux. Il faut reconnaître si ça ressemble, tout ça, machin. Et donc, moi, je m'en faisais un aussi en plus pour m'entraîner. En général, ce qu'on fait, c'est qu'à force, bah, quand on n'a pas l'habitude, on prend beaucoup de gorgées, mais ceux qui ont l'habitude, ils prennent un tout petit truc et en général, des fois, ils recrachent. Surtout les aromaticiens, par exemple, qui vont goûter énormément de choses dans une journée, ils peuvent pas se permettre de tout avaler, quoi. Comme on peut avoir l'image, en tout cas en œnologie, le vin, souvent, quand tu le goûtes, on a l'image du vin que tu recraches, que t'es pas censé boire pour goûter. Puis j'étais en train de me dire, effectivement, j'imagine que tu essayes de prendre des quantités le plus petit possible pour quand même avoir le goût, mais pour pas non plus t'alcooliser en continu, parce que au-delà du fait que, bon, à la fin, t'es sous, c'est quand même un peu dommage en plein milieu de la journée. Mais surtout, bah, ça reste du poison, en fait, d'un point de vue santé. Donc, c'est quand même pas foufou de faire ça de manière régulière, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, après, j'imagine que
On va pas trop dans ce genre, d'endroit ou de métier si on peut pas, boire de l'alcool. Enfin, on peut être aromaticien et puis, si on peut pas, on va pas dans des trucs de boissons ou quoi. Après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'arômes qui sont dans l'alcool, enfin, Ouais. dilués dans l'alcool. Bon, après, quand c'est mis dans les aliments, c'est minime, hein, l'alcool, du coup. Mais, Ok, non, mais c'est une facette super intéressante du métier, tu vois, parce qu'effectivement, là, moi, de l'extérieur, j'imagine tous les côtés protection de l'emploi, protection de la santé, protection du salarié, c'est quoi les mesures qu'on peut mettre en place. Mais en fait, il y a aussi une réalité industrielle en fait, il y a un marché. Donc, il y a du développement de produits sur des produits alcoolisés ou non alcoolisés, mais qui essayent d'imiter. Et du coup, il y a forcément des gens qui sont amenés à travailler avec ça, en fait. oui. Il y a aussi, les ça pose plus question, c'est les arômes des vapes. Ok, ouais, il y a vraiment tout un monde que j'imaginais pas du tout en démarrant cette interview. C'est super cool. Ben oui, parce qu'effectivement, on le voit de plus en plus. Il y a 1 million maintenant de propositions d'arômes pour les vapoteuses. Et du coup, bah forcément, ça veut dire qu'il y a du monde qui travaille derrière au développement de ces arômes-là. C'est ça et moi, du coup, à un moment donné, il y avait une offre de stage, mais il fallait accepter d'ingérer de la nicotine. Et ouais, parce que tu dois, j'imagine, aussi réussir à procurer la sensation de goût qui se rapproche de celle de la cigarette à la base. Oui. En fait, ça peut influer la nicotine. Je sais pas si ça a une odeur, un goût, puisque j'ai jamais, fumé, mais j'imagine que ça doit influer sur l'arôme et si on le teste pas avec la nicotine, bah, on n'a pas le rendu final, en fait. C'est extrêmement intéressant de réfléchir à toutes ces problématiques de l'autre côté de la barrière, en fait. Pas en tant que consommateur, mais en tant que Mmh. producteur, développeur de produits. Waouh. Du coup, toi, tu es dans la partie développement d'arômes pour des boissons non alcoolisées qui essayent d'imiter le goût de boissons alcoolisées. C'est ça. C'était intéressant, ça a duré combien de temps? 6 mois, c'était super intéressant. Au bout de ces 6 mois, tu retournes à Nice pour ton master, du coup. C'est ça, la deuxième année. Ok. Ça va être très intéressant d'avoir ton regard là-dessus, je pense, en tant qu'étudiante, parce que tu as des premières expériences pro en tant que stage, mais t'as pas 10-15 ans de carrière et des événements de vie ou des récits d'événements de collègues ou des choses que tu as pu voir de tes propres yeux, autant que les personnes qu'on a pu avoir avant dans le podcast. Pour toi, c'est quoi le travail? Heu, pour moi, le travail, principalement, c'est, un moyen de gagner sa vie. Ok. C'est majoritairement ça. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que... Pour l'instant, moi, je le vois beaucoup comme ça parce que ça me permettrait d'être indépendante. Donc, c'est très agréable, d'être, indépendante, financièrement. Parce que là, en tant qu'étudiante, pour l'instant, tu es chez ta famille, tu as des aides de l'État, des bourses, comment tu te débrouilles? Je suis chez ma mère et donc, bah, forcément, financièrement, je suis dépendante de ma mère. Bien sûr. Donc, bon, c'est agréable quand même de se dire que j'aurai mon propre salaire et du coup, si je m'achète, des trucs un peu, que ma mère juge inutiles, ça ne générera plus de disputes. Ça ne regarde que toi. C'est ça. Ok, donc il y a indirectement, via la rémunération, quand même une notion d'indépendance derrière. Oui. Ok. Imaginons que tu es déjà en poste. De toute façon, tu es déjà en stage, donc techniquement, tu es en poste. Mmh. Pourquoi tu travailles? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je dirais un cadre. Un cadre dans le sens des horaires ou autre chose? Pas forcément les horaires, mais un cadre de une routine, en fait. Ok. Quelque chose à faire, tous les jours et qui remet, comment dire? J'ai à nouveau, la notion du temps. Alors qu'en vacances, franchement, je l'ai pas du tout, quoi. Ok. Ça te donne un repère vraiment, bah, comme tu dis, en fait, un cadre. Le mot est juste. Oui. Un cadre de je sais ce que je dois faire, je sais quand je dois le faire, et je sais à quel moment on est parce que il s'est passé ça dans ma journée, ok, ou dans ma semaine. Ouais. Tu nous as dit depuis que tu es au lycée, globalement, en tout cas, tu as cette envie de travailler dans la parfumerie l'aromatique. Pourquoi ce travail? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en première ou terminale, je me rappelle pas, je crois que c'était en première, on devait faire un, PowerPoint sur, un métier, pour, bah, en gros, chacun de la classe devait faire ça et donc du coup, ça faisait plein de présentations de métiers pour nous donner des idées, en fait. Ok, Moi, à la base, j'étais partie sur préparatrice en pharmacie et pendant qu'on faisait nos recherches en salle informatique, j'ai vu une camarade aller sur le site de l'ISIPCA. je connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? L'ISIPCA, c'est, l'école de parfumerie et d'arômes la plus connue. Ok,
Et donc je l'ai vu, aller, là-dessus et ça m'a plu et donc moi j'y suis allée aussi, j'ai regardé et je me suis dit: «Mais ça existe ce métier, mais c'est trop bien!» Parce qu'en plus moi à l'époque j'étais vraiment dans le dessin, les choses vraiment artistiques et en même temps j'étais en sciences et techniques de laboratoire. J'allais dire, c'est marrant parce que entre la parfumerie, l'aromatique et préparatrice en pharmacie, il y a quand même, dans mon idée, en tout cas que je me fais de ces métiers-là, une base de chimie en fait. Oui, c'est ça et puis moi j'étais en 1re, j'étais en sciences et techniques de laboratoire Il y a vraiment beaucoup de chimie, quoi. c'est ça. Donc j'étais vraiment, dans le milieu du labo. Donc j'avais un côté, scientifique et il y avait ce côté aussi un petit peu artistique, que j'ai découvert avec ce métier. Là, je me suis dit: «Mais c'est ça en fait, faut que je fasse ça». Le déclic, trop bien. Ouais, exactement, le déclic, j'ai fait: «C'est ça, je veux faire ça». T'es toujours autant dans ce déclic et dans cette motivation que quand t'as découvert ce métier? Oui. Super. Mais je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le travail? Alors, déjà, ce que j'aime bien, spécifiquement dans mon travail, c'est, vraiment le fait que il y a un côté artistique et qu'on puisse sentir, que je puisse sentir, plein de trucs et puis récemment donc le fait d'aller travailler même à des postes où on crée pas forcément. Avant ça pouvait être, un peu barbant de temps en temps, mais maintenant comme je me suis créé une database, je me dis que je suis à une place, incroyablement stratégique pour sentir plein de trucs et les rajouter à ma database. Quand tu dis ta database, c'est-à-dire que c'est toi, dans tes connaissances, tu as de plus en plus de connaissances d'odeur et de goût. Alors, en fait, je me suis vraiment créé une database dans Notion Ok, et c'est la mienne, c'est ce que je connais moi et du coup, je la complète et donc ça, c'est mon truc en ce moment. ok. Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en ligne de prise de notes qui n'est pas juste prise de notes texte. On peut vraiment se créer des vues, se créer des données et puis vraiment fonctionner justement comme une base de données et puis créer des vues, des relations entre les notes et des choses comme ça. Et alors le truc qui est vraiment barbant pour le coup et qui est vraiment énervant spécifiquement dans le métier, c'est quand on doit peser des matières qui sont solides, collantes, qui fondent pas, ça c'est chiant ça, vraiment. Parce que même avec le bon outillage, la pénibilité, c'est pas la même, je me rends pas compte. Bah, il y a des matières, par exemple, le fenugrec, c'est comme du caramel, Ouais. mais ça fond pas trop bien, donc on l'attrape et pour peser précisément, c'est pénible, quoi. Ouais, parce que tu es dans des mesures extrêmement précises en plus, j'imagine. Oui et du coup, bah, ça veut pas descendre, ça veut pas tomber et puis on peut pas précisément mettre ce qu'on veut, alors, c'est super dur donc puis il y a des trucs qui fondent pas bien, surtout, ouais, dans ce genre de choses et donc là, ça prend 3 plombes et là, c'est pénible. De la frustration à la manipulation. Voilà, c'est ça. Ou alors quand on doit peser une formule, mais que dans la formule, il y a 3 matières, 3 bases, par exemple, ça arrive des bases, c'est des petits arômes ou des petits parfums qu'on met dans un arôme, mais en fait, du coup, dans cette petite base, il y a plein de molécules et donc on pèse toutes ces molécules, ça fait une base qu'on met dans un arôme ou un parfum et en fait, des fois, ces bases, elles sont périmées, donc quand on tombe sur une base périmée, bah, il faut la refaire et s'il y en a 3 qui sont périmés, bah, pour faire juste un arôme, il faut repeser 4 arômes, en Ouais, fait. ok. Tu te retrouves à devoir refaire la base au complet pour pouvoir commencer ton travail, en fait. C'est ça et là, ça prend 3 plombes, Ok. et après, plus globalement, je dirais que bon, après, j'ai pas trop un caractère, qui fait que, je m'attire des ennuis ou quoi au travail, donc ça se passe bien. Par contre, on me juge souvent, au travail, trop effacée, trop introvertie, donc ça, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Puis, en général, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on faisait souvent mi-stage une remarque sur le fait que je communiquais pas assez, que je parlais pas assez, tout ça. Et puis, moi, je changeais pas, je pouvais pas changer quoi que ce soit, hein. Donc, je disais, ah bon, bah d'accord. Puis, je changeais rien parce que c'est ma façon d'être, donc c'est pas quelque chose que je peux changer. Puis, à la fin du stage, ils me disaient qu'ils avaient vu une amélioration. Alors que toi, tu as l'impression d'avoir rien changé. C'est ça, donc moi je me suis dit qu'ils ont fait plus attention et ils ont remarqué ce que je faisais en fait, C'est ça, ils ont appris à mieux te connaître et puis à mieux m'observer.
à te juger sur ce que tu faisais plutôt que ce que tu paraissais, quoi. C'est ça. Et du coup, plus le groupe est gros, plus l'entreprise est grosse et plus je vais avoir ce genre de problème. Est-ce que la position de travail en laboratoire, donc tu n'es globalement pas dans un poste face au public ou dans un poste d'animation par exemple, ça facilite cette approche-là quand même ou ça reste quand même quelque chose de vraiment difficile, tu le perçois toi? C'est difficile, je trouve. Après, je sais pas, des fois je me dis: «Mais c'est moi qui ai un problème». Non, non, c'est ton ressenti, tu as tout à fait le droit de l'avoir. On est dans un monde où on valorise plus les comportements extravertis que les comportements introvertis. Et autant je peux comprendre qu'il y a certains types de métiers, certains types de postes qui s'y prêtent parce que tu es dans du relationnel, tu es dans des choses un peu spécifiques. Autant je trouve ça dommage d'avoir toujours ce regard par défaut, en fait, sur des postes et des métiers pour lesquels ça change pas vraiment, en fait. Oui, c'est vrai, oui. Après, il y a aussi le fait qu'il y a toujours un petit côté politique dans les entreprises. Après politique, c'est pas vraiment politique, dans le sens, il faut voter pour un tel machin, mais c'est vraiment des mouvements sociaux que j'appelle les mouvements politiques où il y a des groupes qui se créent et les groupes se fight et et ça va vraiment jusqu'à, aller jusqu'au syndicat, à la RH et cetera. Je pense qu'on a le droit de dire que c'est politique quand on commence à impliquer les syndicats. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment ce côté très, politique où et là, on demande même de prendre parti, tout ça et là, moi, ça me met très mal enfin, vraiment mal à l'aise pour le coup. Bah, puis je trouve ça d'autant plus délicat quand t'es la dernière arrivée, probablement, en tout cas dans les plus récemment arrivés, que en plus t'es stagiaire. Je veux dire, t'as pas non plus la même position dans une entreprise en tant que stagiaire qu'en tant que salarié. C'est très différent. Oui. Et je trouve ça très délicat de commencer à mettre à contribution des gens, souvent, en fait, pour les récupérer dans son camp, en plus, alors que c'est pas vraiment ta position. Puis toi, c'est le moment justement d'apprendre de tout ça plutôt que de prendre position. Après, si t'avais déjà une position, écoute, c'est aussi le moment de prendre ta position, mais effectivement, je trouve ça vraiment délicat comme, comme équilibre à gérer. Parlant d'équilibre, pendant tes stages, tes différents stages et de manière générale dans l'industrie, comment tu le perçois toi plus tard, comment tu gères ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? Je sais pas. Je m'en rends pas très bien sur la durée, je m'en rends pas bien compte, surtout que dans les stages, on n'a pas trop de trucs à ramener à la maison. Après, c'est vrai qu'on a le rapport à faire, mais C'est rapport aux études plus qu'au métier, c'est encore, encore oui, mais remarque, c'est intéressant aussi. Je veux dire, pendant tes études, à quel point ça venait te charger, toi, dans ta vie perso, cette addition de à la fois le stage plus le rapport de stage et le travail universitaire au-delà des journées, quoi. oui, je trouve que après, j'ai pas encore travaillé, mais je trouve que vraiment la charge de travail des étudiants, elle est vraiment énorme pour le coup. Parce qu'on finit, quand on a des cours, bien chargés, enfin des journées bien chargées, on finit à peu près à la même heure. Mais en plus, on a des devoirs, le soir à faire et ça peut vraiment être très long en fonction de ce qu'on a à faire. Surtout quand les profs, ils se parlent pas entre eux, donc des fois, on finit avec une charge, C'était chargé, toi, au niveau études, tes différents cursus? plutôt oui. T'as une idée, tu te souviens à peu près combien d'heures tu faisais en licence et en master, par exemple? Après, c'est un peu difficile à dire parce qu'on est beaucoup en autonomie, Ok. donc on n'a pas forcément beaucoup de cours en soi, et ça change tout le temps en plus, par semaine, ça peut changer, mais par contre, on a beaucoup de devoirs à faire, beaucoup de projets et du coup, c'est à nous de nous dire: «Bah, là, faut que je travaille sur ça, là, faut que je travaille sur ci». Toi, ce travail d'autonomie, de justement réussir à planifier ton temps de travail pour accomplir tout ce qu'on t'a demandé et ne pas empiéter non plus trop sur ta vie perso et réussir à avoir du temps pour toi, t'arrivais à le gérer à peu près correctement? Non, pas trop. Explique-nous, t'as débordé le soir, ça... Est-ce que tu avais ce syndrome que beaucoup d'étudiants ont de faire toutes les choses au dernier moment, dans un stress absolument terrible? Pour certains devoirs, oui, ça m'arrivait, oui. J'ai plus le terme, mais il y a un nom pour ça. Oui, 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 la procrastination jusqu'à la dernière minute. Ouais, il y a ça aussi. Il y a vraiment un terme technique pour le fait de repousser jusqu'au dernier moment, mais peu importe. Ok, donc effectivement, tu disais, c'est difficile. Pour certains devoirs, tu repoussais au dernier moment. Puis, je sais pas, dans une semaine au quotidien, comment ça se gère en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que tu ressentes vraiment une charge un peu difficile à gérer?
Moi, je pense qu'aussi, il y a le fait que je suis introvertie, donc quand je rentre, je suis déjà fatiguée d'avoir été en cours et en plus, avec les devoirs, tout ça, donc moi derrière, je ressors pas pour faire la fête, Ouais. parce que ça c'était encore plus fatigant. Mais oui, non, du coup, je faisais mes devoirs, tout ça et puis après, des fois, ouais, je faisais mes devoirs, j'allais me coucher ou je me mettais sur mon lit, je regardais le plafond, enfin, je faisais rien, quoi. Ok, donc tu as pu avoir des journées, je me lève, je vais à la fac, j'étudie, je révise, je travaille, je rentre, je dors. Oui, c'est ça. Il y avait ça, c'était pas tout le temps, quoi. Il y avait des journées où j'étais un peu plus, ça allait mieux et tout, enfin des mois où ça allait mieux et tout, où je faisais des trucs et tout. Mais oui, des fois, vraiment, c'était fatigant. Mais après, je pense que, pour une personne extravertie, ça aurait été moins fatigant. Tu penses parce qu'il serait sorti après? Non, je sais pas, mais je sais pas. Je suis peut-être très introvertie et du coup très fatiguée. Ok, non, mais c'est intéressant de voir comment ça se gère au quotidien. Et du coup, je te souhaite en tout cas que ça se passe mieux dans la vie pro après, quand tu auras plus de dossiers à rendre et de devoirs à gérer une fois que tu auras fini tes journées de travail. Mmh. Est-ce que au sein de tes stages, si on enlève la partie rapport de stage, tu sentais justement, comme tout à l'heure tu disais, ça te donne un cadre. Est-ce que tu sentais justement que ça te permet d'améliorer toi la gestion de cet équilibre, d'avoir ce cadre? Oui, oui, quand même, oui. Ça dépend où j'étais, mais oui, globalement, oui. Mais écoute, je te souhaite que ça se gère de mieux en mieux dans le futur. Tu as fait plusieurs entreprises, tu as fait des gros groupes, tu as fait des toutes petites entreprises. En plus, tu as beaucoup déménagé dans le cadre de tes études et de tes stages. C'est quoi ton rapport à l'environnement de travail? Aussi bien l'environnement moral et humain que l'environnement, le lieu, les locaux. J'imagine que dans ton métier, le télétravail, c'est quelque chose qui n'existe pas. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Un peu compliqué. Oui, il faudrait inventer un robot, comme certains chirurgiens là. Ouais, mais le chirurgien, il dirige le robot à distance, mais pour synthétiser des molécules à distance, c'est encore autre chose. Non, mais nous on les synthétise pas, on les pèse pour les mettre ensemble. Sur cette partie-là, tu pourras peut-être. Sur la partie sentir, goûter, ça me paraît plus compliqué. Non, là non, là c'est trop compliqué là, malheureusement. Non, on pèse tout en télétravail et ensuite on vient un jour pour, tout sentir. Voilà, Pourquoi c'est pas? une idée comme ça. Si on a des chercheurs qui nous écoutent, qui ont des idées, des financements C'est ça. et des moyens d'appliquer ça, n'hésitez pas. Malheureusement, je pense que ça serait un peu cher. Il y a des grandes chances. Ouais. Ok, du coup, ton rapport à l'environnement de travail, comment ça se gère au quotidien? Bah, plutôt bien. Enfin, moi, je suis contente, peu importe où je suis, en fait, je crois. Du temps que j'ai mon bureau, tout va bien. T'as jamais eu de soucis comme tu disais, tu vois, par exemple, tu as eu une expérience où c'était un peu plus politique parfois. Les discussions dans les groupes, les rapports humains, tout ça, il n'y a pas une ambiance qui te plaît plus qu'une autre, il n'y a pas des choses que tu trouves plus pesantes ou plus agréables. Alors, bah, pas trop parce qu'en général, je suis seule. Ok, un métier qui convient super bien justement pour quelqu'un comme toi qui est introverti en fait. Enfin, je veux dire, quand je dis je suis seule, c'est à la pause midi, tout ça, je reste seule et oui, et quand on travaille, bah, on travaille, quoi, donc Rapport à tous les différents stages que tu as pu faire, est-ce qu'il y a des stages où ça a été peut-être plus loin pour y aller, tu avais plus de distance, plus de trajet, peut-être que des fois c'était en voiture, en transport, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont fait réfléchir par rapport à ça pour la suite? non, trop, non. Tu as toujours réussi à être pas trop loin, j'imagine? Oui, j'ai toujours réussi à pas être trop loin, donc ça allait. Sans forcément donner de chiffres, à part si tu as envie de donner des chiffres, est-ce que tu as une opinion, un ressenti sur la rémunération dans le monde du travail et plus spécifiquement dans ton industrie, dans ton métier? Je me rends pas bien compte, de combien on est payé. Est-ce que tu as une idée par exemple de combien tu peux demander comme salaire sortie d'études pour ton premier poste? Je dirais 1 800. Est-ce que tu as une idée par rapport à d'autres études que tu aurais pu faire? Est-ce que tu trouves que c'est juste que ce soit plus, que ce soit moins? Est-ce que tu as l'impression par rapport à l'industrie dans laquelle tu travailles que c'est quelque chose d'honnête? Est-ce que de toute façon, toi, par rapport à tes attentes, par rapport à ton niveau de vie actuel en tant qu'étudiante, tu trouves que c'est cool? Et puis de toute façon, ça sera ton premier salaire, donc ça sera génial. Je pense que c'est un peu bas quand même. Il me semble que c'était le prix que j'avais vu, mais genre il y a 7 ans, sur la fiche, ONICEP, un truc comme ça. Ok, ouais, ça a peut-être bougé depuis. J'espère. L'inflation, ça a pas mal bougé en 7 ans,
Effectivement, faudrait voir est-ce que ça a bougé de ce côté-là. Mais je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. De toute façon, dans le privé, je pense qu'on peut faire un tir groupé pour dire que, bon, il y a le facteur de dans quelle industrie tu travailles, mais de toute façon, effectivement, dans le privé, je pense qu'on peut dire que, dépendant de la taille de l'entreprise et des finances de l'entreprise, tu peux toucher des salaires très très différents pour un même poste. Donc, bah, de toute façon, tu es plus ouverte à recevoir un premier salaire et à voir comment ça se passe pour la suite. Quand je regardais pour les stages, même au niveau des stages, en fonction de l'entreprise, c'était pas la même rémunération. Donc il y avait certains stages où c'est le truc basique, donc 600 € par mois environ. Et il y a d'autres où c'était vraiment, si tu es en master et que tu fais ton stage chez nous, c'est 1 400 € par mois. Ouais, donc on estime que tu as déjà le niveau de certains salariés qu'on pourrait prendre chez nous, donc on te donne un salaire un peu plus conséquent, quoi. Ouais, donc ça dépend vraiment des boîtes. Et j'imagine que quand on finit par être embauché, quand on avait 1 400 en tant que stagiaire, on n'a pas 1 800 quand on est embauché, je pense. Ça, faut voir avec l'entreprise. Des fois, c'est un peu pile ou face, hein. C'est-à-dire que moi, pour l'avoir vu un peu dans une industrie complètement différente, tu peux avoir une entreprise qui prend le stagiaire au salaire minimum. Donc moi, à l'époque, c'était 436 €. Et puis, tu te fais embaucher à peu près au salaire moyen de ce que donne l'industrie une fois que tu sors. Et puis, tu en as d'autres qui donnaient effectivement des plus gros salaires pour les stagiaires et puis qui payaient également au salaire moyen à la sortie. Donc, en fait, le salaire était le même d'une boîte à l'autre, mais par contre, la rémunération du stagiaire n'était pas la même. Ah d'accord, oui. Pourquoi? Je sais pas. Puis, je te parle de une expérience sur une entreprise ou deux, donc c'est pas représentatif non plus du tout. Mais la règle est pas écrite. C'est vrai que 400 et quelques ou 600 et quelques à l'heure actuelle pour un stagiaire, Tu fais rien. Tu peux pas vivre avec ça. tu peux même pas te prendre un logement. C'est ça. Tu peux même pas te payer ton loyer. C'est ça, donc peut-être il y en a certaines entreprises qui se sont dit: «Si on veut attirer des stagiaires», peut-être celles qui ont besoin de stagiaires, mettre des plus gros trucs pour, attirer le chaland. Et alors justement, je me posais la question, est-ce que tu as eu cette impression que certaines des entreprises par lesquelles tu es passé, ils mettaient aussi du cœur à prendre des stagiaires pour essayer de les former, pour les garder plus tard, pour qu'ils aient des salariés juniors qui aient déjà une expérience dans l'entreprise? Ou est-ce que c'était plus clairement des besoins ponctuels, puis s'ils reviennent, tant mieux, mais c'est pas un investissement de recrutement de la part de l'entreprise? Si je pense que dans le secteur, c'est un investissement parce que, c'est une toute petite industrie et donc on tourne en fait. Vous vous connaissez tous plus ou moins. C'est ça, donc ils savent que potentiellement, je pourrais totalement revenir, dans une boîte que j'ai faite en tant que stagiaire, quoi. Ok, donc ils essayent quand même de vous traiter correctement, quoi. Vous n'êtes pas là pour faire le café et les photocopies. Non. Est-ce que tu as eu des expériences ou est-ce que tu as des attentes positives, négatives, des craintes ou autres par rapport à la hiérarchie en entreprise, la gestion de la hiérarchie? Je dis ça notamment tout à l'heure, tu parlais de politique. En général, quand il y a des mouvements politiques, il y a des questions de hiérarchie qui rentrent en jeu. Bah, j'espère que je m'entendrai bien avec moi N+1 déjà et je veux dire si ça devient ingérable, de toute façon je partirai, hein. Est-ce que tu es dans une industrie où si tu pars, c'est facile de retrouver ailleurs? Je pense pas que ça soit si difficile que ça, De toute façon après c'est vrai que je fais partie apparemment de la génération qui a pas peur de partir. Je pense que c'est une bonne chose quand tu te sens vraiment mal de partir et c'est pour ça que je fais tout le temps à la fin de l'épisode un petit point sur la santé mentale, notamment au travail. Pour autant, des fois, tu te retrouves dans des situations, t'écoutes des gens, puis tu te retrouves dans des situations où financièrement c'est très compliqué de prendre le risque de partir parce que 1 million de raisons. Comme tu dis, je pense que tu fais partie d'une génération où il y a un ras-le-bol général et puis en fait, ça s'est normalisé de dire, bah ouais, mais en fait, j'ai pas envie de me faire marcher dessus, quoi. Clairement, c'est cool que vous ayez une mentalité comme ça parce que je pense que ça fait bouger les choses au niveau du recrutement, puis je pense que ça fait bouger les lignes de manière générale en société. Donc, continuez à en avoir rien à foutre de vous barrer, c'est bien. Moi je me dis que de toute façon, si je retrouve pas dans ma branche, je changerai de voie, hein, c'est pas très grave, hein. Ok, t'es plus attaché au fait d'être heureuse au jour le jour, quitte à devoir changer d'orientation professionnelle, que de rester dans cette orientation professionnelle-là contre des sacrifices de ton quotidien. Oui. Ah non, je vais pas quelque part où j'ai la boule au ventre d'y aller, hein. Tous les jours en plus. En plus, c'est la majorité du temps. Ah non, hein. Ça peut être une spirale vraiment compliquée à gérer, hein. Tu nous as parlé à plusieurs reprises du fait que tu étais introverti. Quelle importance tu mets et comment tu gères
les relations sociales et les relations humaines au sein de des équipes dans lesquelles tu travailles et des entreprises dans lesquelles tu travailles? Bah, je dirais que les relations se passaient très bien jusqu'à la fin du lycée et après, arrivé à la fac, je comprends plus comment on fait, en fait. Ok. Je pense que je me suis pas refait de vraiment d'amis proches depuis que j'ai quitté le lycée et après, bah, oui, quand on passe en entreprise, là, c'est du charabia. Vraiment, je comprends plus rien du tout, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de tu comprends pas? Ça veut dire tu es au sein d'une équipe, il y a des gens qui se parlent, puis toi, c'est un fonctionnement qui te dépasse un peu? Oui, j'arrive pas à savoir, sur quel pied danser, entre, celle qui est super sympa, mais qui fait vraiment, une cloison entre le professionnel et le privé, celle qui est faussement sympa, celui qui s'en fout, celui qui est ultra professionnel, et moi je m'en sors pas, hein. Ok. Il y a trop de façons de gérer son approche et du coup, pour toi, c'est trop complexe. Oh oui. Du coup, ça se traduit comment au quotidien? Ça veut dire que tu t'isoles naturellement, tu gardes tes distances. Oui, je m'isole naturellement, oui. Ok. T'es ok avec ça? Oui. C'est le plus important, je pense. Puis de temps en temps, je mangeais seule, mais je mangeais dans un en fait, je j'allais pas, dans le lieu où c'était la cantine, en fait. Donc c'était pas vraiment une cantine, c'était juste un il y avait pas de self ou quoi. On rapportait notre nourriture, mais il y avait un lieu dédié. Mais comme, c'est des salles de dégustation partout, eh ben, en soi, on peut manger ailleurs, il y a pas de souci. Et donc moi, je mangeais dans une petite salle de réunion qui est ouverte Ok. et c'était juste à côté de la porte d'entrée, donc en fait, tout le monde passait devant moi et du coup, celui qui voulait me rejoindre, il pouvait me rejoindre, quoi. Donc c'est déjà arrivé que quelqu'un, il dit: «Oh bah, je suis pressé, je vais manger avec toi, machin», et là, bah, j'enlevais mes écouteurs et je discutais avec la personne. C'est plus simple à gérer peut-être avec une personne qu'avec quatre qui ont chacun un mode de fonctionnement différent. C'est ça. Oui, en général, du coup, ça devenait du 1-1, c'était plus simple à gérer pour moi et du coup, c'était la personne qui décidait de se mettre avec moi, donc je savais que la personne avait envie de parler avec moi. Qu'elle le faisait par envie et pas parce que c'est le code social de discuter avec les gens autour de la table. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est moi qui me suis mis à sa table, mais en fait la personne elle voulait rester seule ou quoi. Du coup voilà, c'était plus simple comme ça. Je laisse les gens venir. Ok. Qu'est-ce qui te ferait changer de métier? Enfin, comme on en a parlé tout à l'heure, si pour une raison X ou Y ça se passe mal, que je pars et que, comme c'est une petite industrie, je retrouve pas de travail, bah, je changerai de métier. Si tu devais changer de métier, tu as déjà une idée de quel genre d'orientation tu prendrais ou c'est un truc qui se décidera au moment où la situation se présentera, si elle se présente? Je sais pas trop. J'hésitais entre, quelque chose dans le l'informatique ou alors, partir dans les labos, mais pas forcément parfum, parce que je suis quand même chimiste du coup. Ok. Et en plus, comme j'ai fait STL, je peux même aller dans les laboratoires médicals. Enfin pas médical, mais genre bioanalyse, ou alors, biotech, ce genre de choses. Je vais aller retrouver mes petites bactéries et sinon marketing. Grand écart. Ouais, en fait, on en fait, donc j'en ai fait dans mon master là. Ok. Et puis du coup, c'est un truc qui te plaît quand même pas mal, donc pourquoi pas? C'est ça. Oui. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais douée, donc pourquoi pas. Positif. Écoute, pour l'instant, je te souhaite de continuer à te concentrer sur ce qui te plaît aujourd'hui et dans lequel t'es. Puis si l'avenir t'amène à faire autre chose, ça sera le moment d'y penser, mais Mmh. t'as l'air d'être dans une industrie, un métier qui te plaît, je trouve ça cool, profites-en. Oui. C'est quoi ta plus grosse peur liée au travail? Je dirais pour l'instant d'attraper le Covid et de perdre l'odorat. J'imagine si tu le perds de manière prolongée. Bah, il paraît qu'on peut le perdre à vie, non? Je ne sais pas, j'ai une connaissance, moi, qui a perdu l'odorat, effectivement, en 2020, 2021, je pense, qu'il l'a jamais récupéré. Mais 4-5 ans, c'est déjà extrêmement long, surtout quand c'est ta carrière. Mais c'est encore dur, je pense, aujourd'hui, de dire que c'est à vie. C'est-à-dire que c'est pas exclu que ça revienne dans 2 ans, quoi. Une pause de 7 ans sans odorat, déjà, je pense que c'est extrêmement compliqué à gérer. Et une pause de 7 ans sans odorat quand c'est ton métier. Ah, c'est horrible. Non, puis en plus j'adore manger, alors ça, ce serait horrible. En fait, en même temps aromaticienne, hein, j'ai pas choisi ça pour rien, hein. Si tu
pouvais améliorer quoi que ce soit dans ton travail, qu'est-ce que tu améliorerais? Je pense les horaires. Ok. Ça ressemble à quoi aujourd'hui les horaires que tu peux avoir dans les entreprises que tu as faites? Globalement, alors c'est assez flexible ce que j'ai eu, mais ça va être on peut arriver à 9h30 max et on part vers 17h, 18h quoi. Et des horaires qui te conviendraient mieux, toi, ce serait quoi? Ça serait arriver plus tard, mais partir plus tard. Ok. Toi, t'es quelqu'un du soir. Oui. Donne-nous une tranche horaire pour qu'on se fasse une idée. Après ça dépend où, à quel point, j'habite loin ou pas. Imaginons, tu as 15 minutes, 20 minutes de trajet pour aller au travail. Donc 20 minutes, je dirais, oui, 10h, 10h30 et je pars à 19h, 20h. Effectivement, c'est pas le rythme le plus classique en entreprise, mais pourquoi pas. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de où tu as fait tes stages et tes études. Alors, je me souviens de Nice pour le master, je me souviens de la Belgique pour ton premier stage en master. Et il me semble que tu nous avais dit que ta licence, c'était pas du tout à Nice, c'était dans le sud aussi, mais c'était À Montpellier. à Montpellier, c'est ça. Comment tu gères tous ces déplacements géographiques? Est-ce que ça a été frustrant pour toi? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça te plaît de bouger? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de retrouver? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu vois le monde de la contrainte géographique et du monde du travail? Alors, déménager comme ça aussi souvent, alors au départ j'ai bien aimé, parce que, moi quand je suis partie en licence, malheureusement je venais de perdre mon père et donc, finalement je fuyais, la maison ça me permettait de ne pas remarquer l'absence de mon père dans la maison familiale. Ok, Donc ça, c'était plutôt bien et puis à force, de rester toute seule, c'était assez déprimant et le fait de savoir que dans 2 ans je partais, c'est difficile de se créer des routines, de vraiment de se sentir chez soi et de décorer, puisqu'on sait qu'on va partir et pareil à Nice, du coup. ok. Et puis Nice, pareil, tu savais que c'était moins de 2 ans du coup avec les durées de stage. C'est ça. Imaginons demain, tu es en poste là où tu es en ce moment, on va dire à Paris, puis tu as un poste, ça se passe bien. Peu importe ce qui se passe, que ce soit positif, négatif, une occasion, une envie, tu changes d'entreprise, tu changes de poste, tu gardes le même métier, mais tu dois déménager pour ce métier. Est-ce que tu le vivrais comme une contrainte? Est-ce que ça serait un frein à ce changement de poste? Ou est-ce que, bah tant pis, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, puis tu le gères comme ça? Alors si je dois changer et que vraiment j'ai trouvé un poste là juste après mon stage, qui fait que je dois prendre un appart à Paris et ne pas rester chez ma mère par exemple, et que je trouve ailleurs, oui, je pense que je bougerai, hein. Et après, il y avait une solution qui me plaisait bien, mais est-ce qu'elle est réalisable? Je ne sais pas, c'était de m'acheter une tiny house. J'imagine que ça va beaucoup dépendre de où est-ce que tu es en poste et est-ce qu'il y a un terrain pour installer ta tiny house. C'est ça. Mais j'aimais bien parce que la tiny house, après quand on déménage, eh ben on prend sa tiny house, donc je change pas de maison. Ok, t'as vraiment ce truc de l'intérieur, c'est chez toi. Comme toi, tu l'as installé, c'est vraiment ton endroit. Et du coup, tu peux l'emmener avec toi. Oui, j'aime pas changer de maison. Du coup, je me suis dit: «Non, mais comme ça, je prends des terrains à chaque fois et quand je m'en vais, je vends juste le terrain, mais je prends ma maison avec moi». Mais c'était mon idée, donc j'espère que j'y arriverai. Ça serait trop bien, vraiment. Bah ouais, c'est un chouette projet, je trouve. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas assez développé sur lequel tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on n'est pas allé, sur lequel tu aurais voulu discuter? Non, je crois pas. Je vois pas trop là, comme ça. Eh bien super. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit message de prévention sur la santé mentale pour rappeler à tout le monde que aller au travail la boule au ventre, se sentir mal, avoir des angoisses, ressentir un stress permanent, c'est quelque chose de dangereux et d'absolument anormal, même si vous avez l'impression que c'est passager et qu'il faut juste encaisser, il faut essayer au maximum d'aller chercher de l'aide, d'aller en parler à un proche, d'aller en parler à un ami, un inconnu, un médecin, un collègue. Mais même si vous avez l'impression que quelqu'un d'autre est en train de vivre quelque chose de bien plus compliqué que vous et ne s'en plaint pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une situation où il y a quelque chose d'anormal qui se passe et vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide quand c'est ça. Je pense que c'est malheureusement le cas de trop de personnes aujourd'hui et c'est très difficile de se rendre compte qu'on est dans ce genre de spirale quand on y est. Prenez soin de vous, essayez de voir aussi les autres.
Ils peuvent avoir besoin d'un coup de main et qui se sentent peut-être dans ce genre de situation. Merci beaucoup Juliette pour le temps que tu as passé avec nous. Merci à toi. On te souhaite tout le meilleur pour ton début de carrière et tout le reste. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!